bien, à 1985, je dirais, ou même avant, puisque j'ai pris des cours de japonais lorsque j'étais étudiant, et j'ai eu l'occasion d'aller travailler à Taïwan, où j'ai passé 1 an et demi, et à mon retour de Taïwan, j'ai choisi de rentrer par voie de terre, et j'ai donc fait un grand voyage de 3 mois en Chine, puis ensuite en transsibérien. Et mon voyage en Chine m'a amené dans toutes les régions de la Chine, y compris d'ailleurs au Tibet, qui venait de s'ouvrir aux voyageurs individuels. Eh bien, lorsqu'on a fait de la montagne dans les Alpes, on rêve bien sûr d'aller plus loin et plus haut. Et l'Asie, pour ça, est un terrain de jeu absolument fantastique, puisqu'il y a de très très hauts sommets, bien sûr, dans l'Himalaya, mais également dans les Kunlun, dans le Karakorum, dans les Pamirs, dans l'Altaï. Tout ça, ce sont des chaînes de montagnes qui sont souvent au-dessus de 6, 7, 8 000 mètres, avec des sommets fabuleux. Et puis, il y a des peuples et des paysages qui sont extraordinaires à rencontrer et à découvrir. Alors j'ai eu l'occasion de grimper 2 sommets de 7000 mètres, l'un dans les Karakorum, qui s'appelle le Spantik, l'un dans les Kunlun, qui est le sommet de la chaîne des Kunlun, qui s'appelle le Kunlun Goddess. J'ai escaladé le sommet de l'Altaï. Enfin, ce sont des sommets qui sont, sans être très très techniques, de très belles montagnes, et c'est un plaisir toujours de retourner là-bas pour de nouvelles expéditions. Lorsqu'on est confiné à Paris par son métier, j'étais entrepreneur en informatique, il faut pouvoir satisfaire son besoin d'évasion, et donc j'ai beaucoup lu les récits des explorateurs de l'Asie centrale. Ils ne sont pas très nombreux, mais on peut citer par exemple Sven Hedin, ou bien chez les Français Gabriel Bonvalot ou Henri d'Orléans. Ces gens-là ont parcouru des régions absolument fantastiques de l'Asie centrale et des montagnes de l'Asie centrale, et retrouver leurs itinéraires à travers leurs écrits, aller dans les bibliothèques pour acheter, ou aller chez les libraires pour acheter les vieux récits. C'est une passion qu'on peut assouvir en vivant ici à Paris, et qui permet de préparer de futures expéditions. C'était un long itinéraire, puisque Maillard et Fleming sont partis en 1935 de Pékin, et leur objectif c'était de rejoindre ce qui est maintenant le Pakistan, et qui était à l'époque l'Inde impériale. Donc c'est un trajet qui leur a pris 5 mois, la majeure partie de cet itinéraire maintenant peut être faite assez facilement, puisqu'il y a des trains, des routes, etc. Même la partie qui longe le désert du Taklamakan est maintenant une route assez facilement praticable. Et puis il y a la fin de l'itinéraire, c'est la traversée du Karakorum entre la Chine et le Pakistan, et ça c'est une route qui est assez connue. Mais il restait au milieu de l'itinéraire une section en bordure du Tibet qui leur avait donné les plus grandes difficultés. Et c'est cette section-là que je me proposais de refaire, et je me suis aperçu en étudiant l'itinéraire qu'il n'était possible de le refaire que comme eux l'avaient fait il y a 70 ans, et que personne, depuis 1935, n'avait entrepris de refaire cet itinéraire. Et donc, tout simplement, j'ai dû faire comme eux et acheter des chameaux, essayer de trouver quelqu'un sur place qui voudrait bien nous accompagner, et tout ça a été assez difficile. D'autant plus que c'est une région qui aujourd'hui n'est pas du tout ouverte aux touristes, à la fois parce qu'en Chine, toutes les régions sont a priori fermées tant qu'elles ne sont pas ouvertes, et puis également parce qu'a été créée dans une partie de cet itinéraire une réserve naturelle qui est extrêmement protégée et dans laquelle il est parfaitement interdit d'entrer. C'était clair que si je voulais demander les autorisations nécessaires, ça m'aurait pris des années, et puis j'aurais dû faire le voyage avec un agent de liaison chinois, et j'avais aucunement l'intention de faire ça, donc il fallait que je passe ni vu ni connu en quelque sorte. Donc j'ai dû préparer le voyage dans des expéditions précédentes pour aller vérifier s'il y avait des risques que je me fasse intercepter, pour voir si les habitants au point de départ d'où je voulais partir seraient à même de m'aider et de me vendre des bêtes. Et donc tout ça a pris beaucoup de temps, ça a été compliqué, mais c'est le prix à payer pour faire une expédition aussi exceptionnelle que celle-là.
L'expédition elle-même a eu lieu à l'été 2004. Ça m'a pris un bon mois de marche, mais il faut ajouter à ça un mois de préparation juste avant l'expédition, plus quelques semaines encore après. Mais les préparatifs avaient commencé 2 ou 3 ans auparavant, puisque j'ai fait 2 voyages préparatoires pour aller voir les points de départ et le point d'arrivée de mon trajet, pour vérifier si je pourrais m'assurer la coopération des habitants du coin. Il fallait que je puisse acheter des bêtes, éventuellement trouver quelqu'un pour m'accompagner, vérifier qu'il n'y aurait pas de poste de contrôle qui serait susceptible de m'interdire l'accès de la zone. Donc des années de préparation en quelque sorte, et puis une expédition qui elle-même a duré 2 ou 3 mois entièrement. Des temps forts, oui, bien sûr, tous les jours des temps forts. Mais s'il fallait prendre un cas ou deux, je pense notamment à la traversée d'un désert. Imaginez-vous, à plus de 4000 mètres d'altitude, vous trouvez en face à un mur de dunes de sable, vous êtes trompé d'itinéraire, ça arrive dans ces endroits-là, il n'y a personne pour vous guider, et vous apercevez que vous avez 20 ou 30 km de désert à traverser, et sur les crêtes de ces dunes, avec en arrière-plan les sommets à plus de 5500 mètres, complètement enneigés. Vous êtes seul au monde, dans un endroit dont on ne peut pas imaginer même qu'il existe sur Terre. Un exemple qui ferait contrepoint à celui-là, qui était un petit peu plus délicat, ça a été la perte de nos réserves d'eau. Ces régions-là sont extrêmement arides. Il y a quelques lacs, mais qui sont la plupart du temps salés. Et donc nous devions faire des provisions d'eau à chaque fois qu'on pouvait le faire. Et un jour, nos 2 chameaux se sont percutés et nous avons perdu 2 de nos 3 bidons d'eau. Et on s'est trouvé avec juste quelques litres d'eau qui nous restaient en réserve, sans trop savoir où on pourrait de nouveau en trouver. Et puis, je suis là pour témoigner que ça s'est finalement bien passé. Hey! Il faut dire que la zone est totalement inhabitée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une région géographique, on est à l'intersection de régions géographiques. Le point de départ de mon itinéraire se situait dans le haut plateau du Tsaïdam, qui est un grand plateau désertique qui est à 3000 mètres d'altitude et qui est peuplé essentiellement de Mongols. C'est assez surprenant d'imaginer qu'il puisse y avoir des Mongols en bordure du Tibet, mais les Mongols, vous savez, ont les mêmes traditions que les Tibétains, ce sont des bouddhistes, etc. Donc nous sommes partis d'une région habitée de Mongols, nous avons remonté une vallée dans laquelle ces Mongols vont en transhumance pendant l'été, puis nous nous sommes trouvés dans une sorte de no man's land pendant 2 semaines environ, et de l'autre côté des montagnes, ce sont des musulmans ouïghours qui montent des oasis du Taklamakan et qui viennent en été avec leur troupeau de moutons. Donc c'était un intérêt supplémentaire au voyage d'être en Chine, en un sens dans un monde chinois, mais en passant d'une région peuplée de Mongols, bouddhistes qui boivent le thé salé par exemple, à une région de musulmans ouïghours, une autre civilisation, une autre religion, le thé sucré, et tout ça en l'espace d'un peu plus d'1 mois. Eh bien, la nature, elle, ne change pas. Enfin, au moins, dans cette période de réchauffement climatique, il y a encore des zones qui ne changent pas beaucoup sur Terre. Et donc, il y a dans ces régions une diversité géologique, des caractéristiques géologiques qui sont extraordinaires et qui, elles, n'ont pas changé depuis le passage de Maillard et Fleming. On rencontre aussi une faune sauvage exceptionnelle, puisqu'on voit toute la grande faune tibétaine, les ânes sauvages, les yaks sauvages, les antilopes tibétaines, on trouve aussi des ours, des loups, et on a eu la chance de voir tous ces animaux, enfin des traces d'ours, on n'a pas vu l'ours. Il y a
donc comme je l'ai indiqué, quelques populations de nomades, et ces gens-là sont toujours ethniquement, ce sont les mêmes qui avaient été rencontrés par Ella Maillard et Peter Fleming en 1935. Ils vivent dans des conditions matérielles qui sont un petit peu meilleures aujourd'hui. Il faut se rappeler que 1935, c'était une période de guerre civile, une période extrêmement difficile en Chine, mais on retrouve, et ça c'est amusant, on retrouve chez ces gens-là les mêmes traits de caractère que Maillard et Fleming pouvaient décrire en 1935. Donc forcément un petit peu de changement, mais fondamentalement une grande communion avec l'expérience des explorateurs du passé. Mon intérêt pour ces régions-là est toujours entier. Je continue mes recherches et mes explorations. Ma dernière aventure là-bas, c'était l'été dernier. Je suis allé au Tadjikistan. J'ai passé un bon moment au Pamir. Et puis également à la frontière côté chinois de la Chine, de l'Afghanistan et du Pakistan. Et puis j'en ai profité pour prendre le fameux train qui va de Golmud à Lhasa et qui a ouvert en juillet 2006. Et c'était une expérience tout à fait intéressante. Des prochains projets, je pourrais citer un projet qui me tient à cœur et qui est assez compliqué, qui consiste à retrouver certaines parties de l'itinéraire d'une expédition française de l'hiver 1890-1891 par Gabriel Bonvalot. Gabriel Bonvalot a traversé le Tibet du nord au sud et je souhaite retrouver certaines des caractéristiques géologiques qu'il a mentionnées là-bas.